Très bien, c'était en 1953. Il a décidé d'aller vivre. Et si vous voyez, cherchez, il y a des films. Ben, on a fait un live d'abord, vous l'avez suivi le live, on a fait un live à SD Boker. Où on a tout expliqué. Il a trait les chèvres, il s'occupait des petits boucs et il leur donnait le biberon. Ça, c'était le Premier ministre. Il s'est remonté les manches, etc. Et il ne dormait pas dans ni à Matignon, ni à l'Élysée, il dormait dans un... Et à l'époque où c'est installé à SD Boker, comme on l'avait expliqué dans le live, c'était vraiment 10 maisons perdues en plein cœur du désert. Voilà. Il fallait pratiquement 10 heures pour aller de SD Boker en voiture à Tel Aviv. Donc voilà, que vous ayez une petite idée de ce que c'est que les vrais pionniers des temps modernes. Donc là, on est dans un kibbutz, on a expliqué ce que c'est que le kibbutz. Je m'excuse de le dire aussi direct, mais je pense que l'idéologie du kibbutz, elle est pratiquement morte, en grande partie. Avec la mondialisation, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de kibbutz au sens du kibbutz. Mais maintenant, vu qu'on a parlé déjà de kibbutz, je vous parlais de cet endroit, qui est un kibbutz. On a parlé du kibbutz, maintenant on va parler de cet endroit qui est un endroit très fort. Et en 1927, il y a des gens de Jérusalem qui décident de créer une communauté, et ils décident de créer ce qui va s'appeler Migdal Eder. C'est de ce nom-là qu'après on appellera Migdal Oz. Migdal Eder, c'est quelques gens des religieux ultra-orthodoxes de Jérusalem qui décident de s'installer ici. Pas très loin. Où ça? Ici? Pas très loin, à Migdalos, à côté de Migdalos. Ils décident de ça ne va pas très bien tenir. Vous vous rappelez qu'en 1929, il y a eu d'énormes révoltes et d'énormes pogroms, dont le pogrom dont on a parlé. Donc ça ne marche pas vraiment. Il reste de 1927 à 1929. En 1929, il y a un monsieur qui s'appelle Holtzman. Il dit, regardez, moi j'ai un peu de truc. Je vais vous aider. Et on va essayer de créer quelque chose de bon. Et en fin de compte, il va les aider, mais là aussi, ils ne vont pas durer très très longtemps. En fin de compte, comme il a beaucoup aidé, on va appeler le bloc de ces villages. Gouche veut dire bloc. De M. Holtzman, Etz, c'est Etz, c'est du bois. Etzion, on a aussi voulu mettre le mot de Zion. Donc Etzion, c'est en l'honneur de ce M. Holtzman qui a fait énormément pour développer la région. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En 1943, ici, il y a des jeunes, 17, 18 ans, 19 ans, qui décident de monter un kibbutz. 1945, à côté, Roche Tzurim. 1947, le troisième, c'est Masourot Yitzhak. Le quatrième, c'est Revadim. Revadim, ce n'est pas des religieux. Mais ils s'entendent bien. Qu'est-ce qu'ils trouvent ici? Au maximum, ils ne trouvent rien. Et en général, ils trouvent moins que rien. Moins que rien, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas beaucoup de végétation. Il n'y a pas de route. Il n'y a rien. Ils décident de tout amener. Ils amènent des livres de la Torah. Ils vont amener de l'eau. Ils vont amener des arbres. Ils vont tout amener. De 1945 à 1948. Et en 1948, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose de grave que je ne veux pas vous raconter maintenant, parce que je pense que ça va être beaucoup plus fort quand vous allez le voir. De 1945 à 1948, ils vont se développer. Ils vont faire des choses très belles. Et en 1948, qu'est-ce qui se passe le 14 mai? Déclaration de l'État d'Israël par Ben Gurion à Tel Aviv. Alors, je ne veux pas trop parler de ce qui s'est passé ici, vous allez voir, c'est assez émouvant dans le film, mais ce que je tiens à vous dire, c'est qu'encore ici, comme à Hébron, comme à Masada, comme à Betar, comme à Tel Chai, comme à Varsovie, ce n'est pas toujours des endroits où on a gagné des batailles, mais ce sont des endroits où on a montré notre ténacité et notre faculté de courage. On n'a pas toujours prouvé qu'on a gagné des batailles, mais on a prouvé qu'on était là, parce qu'ici, on parlera de choses dures, de choses difficiles, que je vais vous laisser découvrir. Mais sachez ici, quand on parle des gens qui créent Israël, les pionniers de cette période, ce sont les gens du Gush Etzion. Et je vais vous raconter juste une histoire rapide. 18 janvier 1948. Le gouvernement En Marche, il n'est pas encore créé, le gouvernement En Marche de Ben Gurion décide une chose. Dans le Gush Etzion, quelques implantations, on parle de ces 4 implantations, il y a un gros problème. Il manque des vivres, il manque des armes, parce qu'on est entouré par les Arabes qui veulent nous tuer. Donc il manque des vivres, il manque des armes, il manque surtout des médicaments, et il manque des hommes. Alors, Ben Gurion décide de faire une chose. Il dit voilà, je vais demander à 38 personnes, des combattants de premier niveau, de pointe, à 38 personnes, je vais leur demander d'aller amener la Médrée. Pourquoi la Médrée, c'est 35, après je vous l'explique. Je vais demander à 38 personnes d'aller emporter tout ça. Et ils se préparent, le 18 janvier, ils se préparent. Ils ont chacun 40 kilos dessus. Ils ont décidé
on ferait la marche pendant la nuit pour arriver le matin à l'aube et pour leur amener des médicaments, des vivres, etc. Seulement, le départ, c'est pas vraiment a pas vraiment fonctionné d'après l'emploi du temps. Ils devaient partir sur le coup de 9 h du soir pour faire les quelques 15 km dans la forêt sans être découverts. Ils sont partis à 11 h. Ils sont partis à 11 h. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont 38, c'est des combattants, ce sont des gens qui sont généralement très brillants dans les études. Il y a aussi des religieux. Des gens qui sont vraiment à la pointe des études, c'est vraiment le top du top au niveau militaire et au niveau cerveau. Ils sortent à 38, et il y en a un, je crois qu'il s'appelle Lévi, il descend comme ça, il rentre, et tout d'un coup, il se tord la cheville. Il se tord la cheville, donc il marche difficilement. Il y a de l'animat qui est son responsable, qui dit tu ne peux pas continuer avec nous, tu souffres, c'est enflé, donc tu vas rentrer. Il dit oui, je vais bien rentrer, mais bon, on vient de faire que 2 km, donc tu peux rentrer. Je ne peux pas rentrer tout seul, il faut que tu me vois quelqu'un. Il dit ouais, je te donne quelqu'un, et donc pas une personne pour t'épauler et une autre pour surveiller au cas où il y a un problème. Donc maintenant ils sont plus 38, ils sont 35. Ils sont 35. Et donc les 3 vont rentrer à la base. Ce sont les seuls qui ont des armes, les 38 là sont les seuls qui ont des armes, parce qu'à l'époque on n'avait pas beaucoup d'armes. N'oubliez pas qu'en fin de compte, Israël c'est vraiment du miracle pur, du concentré de miracle même. Et donc il n'y a pas beaucoup d'armes, ce sont les seuls à avoir des armes, et donc ils partent. Ils sont 35. Et ils ont décidé d'aider les Juifs qui sont ici, qui sont complètement sous l'état de siège. C'est des milliers d'Arabes qui entourent ces 4 endroits-là. Kfar et Tzion ici, Revadim, Ein Tzurim et Masouot Yitzhak. Et l'histoire raconte qu'ils rentrent tout doucement dans la nuit, pas de lumière, pas de bruit. Ils rentrent, et ils se rendent compte qu'il y a un berger qui n'est pas très loin. Eux, ils rentrent comme ça dans le Wadi, et il y a un petit berger, un vieux monsieur, sur le coup de 2 h du matin, comme ça, qui semble assoupi avec son troupeau. Et l'histoire raconte qu'a priori, se serait développé à l'intérieur de ces 35 personnes une discussion. Est-ce qu'on le tue ou est-ce qu'on ne le tue pas? Si on le tue, on est sûr qu'il n'y a personne qui va nous découvrir. Si on ne le tue pas, il se peut qu'on soit découvert et qu'il appelle la foule. Si on le tue, il se peut qu'on soit des sauvages. On va se comporter comme eux. Ce monsieur nous a rien fait, il dort a priori. Il dort, et donc a priori, il y a une grande discussion qui est là. Est-ce qu'on le tue? Est-ce qu'on le tue pas? On va jouer. On le tue ou on le tue pas? Qui c'est qui dit on le tue? On le tue ou on le tue pas? Qui c'est qui dit on le tue? Personne. Donc on le tue pas. Donc tout le monde veut le laisser vivant. Vous êtes d'accord? On le tue ou on le tue pas? Bon, vous savez pas. Ok, alors je vais arrêter le suspense. Ils ont discuté entre eux, et a priori ils ont décidé de ne pas le tuer. La suite elle est un peu moins sympathique. Ah bah dans le film ça. Donc ça ils n'en parlent pas. Ah, ils n'en parlent pas du Lamédé? Ils ne parlent pas. Donc c'est un peu moins sympathique parce qu'en fin de compte il va alerter les villages. Il va alerter les villages. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ce sont des détails atroces. Ces 35 là ont été massacrés, c'est encore un mot un peu faible. Ils ont été massacrés, etc. Il n'y a pas une ville dans le pays où il n'y a pas une rue qui porte le nom de ces 35, on appelle l'Amed-E, en hébreu, la rue des 35. Donc il faut savoir qu'ils ont été massacrés. Et les combattants, quand après il y a eu des recherches, parce que les Anglais ils ont laissé faire, quand il y a eu des recherches, il y a les Arabes qui se sont battus contre les Juifs, qui ont dit, c'est vrai on s'est battu contre eux, mais on tient à dire qu'ils avaient un courage qu'on ne connaissait pas. Ils étaient encerclés par tous nos hommes, et ils se battaient alors qu'ils n'avaient plus de munitions qu'avec des pierres. Ils ont été mutilés, etc. Si le Rav a envie de vous parler, il vous parlera de ce que c'est la découverte de noms d'après le principe du Tanakh qui est du Gaon de Vilna, vous connaissez, etc. Donc ils ont réussi à trouver, d'après une technique kabbalistique, quelles eaux appartenaient à quelle personne. Tout ça pour dire que c'était le Rav Levin qui a découvert ça. Donc il faut savoir que le Rav Levin, il a réussi avec un Tanakh à découvrir les noms qui correspondaient à ce qu'il voyait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le boucher... Non, parce que le problème qui se pose, c'est le problème suivant. D'après notre loi, c'était pratiquement tous des gens mariés. Et pour qu'une femme puisse se remarier, c'était tous des jeunes hommes. Donc les femmes avaient peut-être 20 ans, 22, 23 ans.
Donc elle se retrouve apparemment veuve très jeune. Et on a une loi qu'une femme ne peut pas se remarier si elle n'a pas la preuve pratiquement 100% que son mari est bien mort. Une grande probabilité ne suffit pas. Bon, on pourrait discuter, mais c'est pas maintenant le moment. Même une probabilité à 80% ne suffit pas. Il faut du 100%. Et le problème, c'est que comme ils se sont fait massacrer, comme on ne peut même pas l'imaginer, comme seuls nos voisins savent le faire, on ne peut absolument pas reconnaître les corps. Donc, et de dire que bon, ceux qui sont partis ne sont pas revenus, c'est pas encore suffisant, parce que peut-être que certains ont été capturés. Et tous les corps étaient mélangés, on ne savait pas les morceaux de peau, les morceaux de jambes, de bras, à qui ils étaient. Et on n'était pas sûr que c'était vraiment tous les maris de ces femmes-là. Donc on a fait venir un très grand rave de l'époque, qui était le rave Lévin, sur lequel il y a de nombreux livres qui ont été écrits, qui était un très très grand monsieur, et qui lui, par des méthodes dont il avait appris du Gaon de Vilna, enfin des grands maîtres dont il était lui-même les élèves, il a pu savoir exactement, je ne saurais pas vous l'expliquer car c'est pas de notre niveau, mais il a pu savoir exactement quel corps était le mari d'une telle, et donc il a retrouvé qu'effectivement tous les morceaux de corps qui étaient là étaient effectivement les 35 maris de ces 35 femmes. Je ne sais pas si les 35 étaient mariés, peu importe. Et c'est comme ça qu'on a pu libérer les femmes et qu'elles ont pu refaire leur vie. Mais pour que vous compreniez sans entrer en détail ce que les voisins avaient fait à ces soldats-là, et tout est parti encore une fois de ce que j'explique toujours en français, que malheureusement dans l'alphabet le B est à côté du C, et que trop bon, trop... Et comme je l'explique souvent, et vous le savez, c'est le grand défaut de notre peuple, c'est qu'on est trop bon. Et des fois, ça arrive à des massacres inimaginables, parce qu'on n'a pas su réagir comme normalement n'importe quel soldat réagirait. Il n'y a aucun soldat dans aucune armée au monde qui est en mission secrète, qui va tomber même sur un civil qui risque de les dénoncer et qui va le laisser vivant. Ça n'existe pas. Malheureusement, eux l'ont fait et ça leur a coûté une catastrophe. Voilà, je vais simplement rajouter encore un petit détail à ce que vient de dire le Rav. Moi, j'ai des copains qui étaient, je ne sais pas comment tu peux traduire Chomat Magen. Chomat Magen, tu sais, c'est acheté. Oui, dans la... 2004, 2006, c'était Chomat Magen. 2002, c'était Chomat Magen. Comment tu traduis Chomat Magen? La muraille protectrice. Voilà, c'est une opération qui était à Naplouse. Et moi, j'ai des copains qui ont servi là-bas et qui m'ont dit qu'il meurt clair. Ça, c'est un truc que vous n'entendrez jamais dans les médias. Ils ont vu des gosses qui crevaient de faim. Ils avaient des rations en arabe, ils avaient d'autres rations de bouffe. Ils ont donné leur ration de l'armée à des gosses arabes. Ça passera pas dans les médias parce qu'il n'y a pas suffisamment d'hémoglobine. C'est pas suffisamment rouge. Mais il faut savoir que chez nous, ça se passe aussi comme ça parce qu'on est une armée de cœur et une armée morale. Vous savez que, à mon avis, c'est un tort, parce que des fois, avant même de bombarder, on envoie des tracts. Soyez sympas à partir, parce qu'on va bombarder. Vous connaissez beaucoup d'armées qui font ça? Vous savez que maintenant, il y a des soldats maintenant, qui ont peur maintenant de tirer sur un terroriste, parce qu'ils ne savent pas du tout comment ça va être perçu dans la jurisprudence israélienne. Ça, à mon avis, c'est, comme il a dit, trop bon, problématique. Trop bon. Donc, je reviens sur l'histoire. En gros, le Gush Etzion, c'est une histoire qui est au sens pur du terme dramatique. Je ne veux pas vous dire comment, pourquoi, parce que vous allez le découvrir avec moi dans le film. Maintenant, après on jette un petit coup d'œil. Il y a eu pas mal d'attentats aussi dans cette région-là. Pas loin d'ici, il y a un autre kibbutz dans lequel les Arabes sont rentrés, ils ont égorgé des enfants il y a quelques années. Il y a eu plein d'attentats. Regardez, ce que je veux vous dire, je ne sais pas si on aura le temps d'y passer parce qu'il fait vraiment pas beau, mais une des choses les plus importantes, au mois de juin 2014, il y a 3 garçons, Naftali, Gilad et Eyal, qui font du stop. Il y a quelques années. En 2014, en juin, Naftali, Eyal et Gilad. Ils sortaient de l'école. L'école d'ici. Voilà. Ils étaient ici, dans cette école. Il y a une grande école dans ce kibbutz-là. Ils sortent et ils font du stop. Et il y a une voiture qui s'arrête. Une voiture de religieux. Déguisés. Voilà. Les péotes, la barbe, le grand chapeau. Des terroristes déguisés en ultra-orthodoxes. Ils montent. Et tout de suite, Eyal a senti le coup fourré. Il a eu le temps d'envoyer un message à la police en disant « on a été kidnappés ». Ils ont entendu qu'il parlait. Après, on l'a su. Comment tu dis, Bédiavad? Après coup. Après coup, on a su ça.
Mais donc il s'est rendu compte, Eyal, qu'il était capturé. Ils ont vu qu'il a découvert ça. Boum, boum. Ils les ont tués les trois tout de suite. Et en fait, mon fils, qui était parachutiste à l'époque, il les cherchait avec tous les hommes. C'était une histoire extraordinaire, je vous rappelle. Tout le peuple Israël était bouleversé. Trois gosses, 16 ans, 19 ans. Trois gosses qui sortent de la yeshiva, qui vont rentrer chez eux. C'était donc la fin des cours, c'était avant Shabbat. Et en fin de compte, ils n'arrivent pas à la maison. Personne ne sait. On prie, on fait des réunions, on va au côté, tu te rappelles de cette période. Des milliers de personnes, tout Israël était en prière. On n'a jamais vu une telle unité de l'extrême gauche à l'extrême droite, des ultra pas religieux aux ultra religieux, tout Israël était main dans la main, prier pour retrouver ces trois enfants qui ont été assassinés. Et mon fils me dit, parce que je suis en contact avec lui, mon fils me dit, Amichai, il me dit, papa, tu sais, je suis en ce moment à Hebron, je fais avec mes hommes des fouilles, et tu ne peux pas savoir la richesse qu'il y a dans ces villages, parce que de l'extérieur, tu vois des espèces de masures lamentables, mais dès que tu rentres, des fois, tu as de l'or. Il m'a dit, j'ai vu de la robinetterie en or massif, des trucs comme ça. Donc il m'a dit, les Arabes, et à côté de ça, bon, ce qui s'est passé, vous avez compris, ils les ont tués, ils les ont mis dans une espèce de trou. C'est un guide touristique, parce que nous on ne connaît pas trop mal la région, c'est un guide touristique qui les a trouvés. Et après, la suite, c'est qu'il y a eu des gens qui sont motivés, qui sont mobilisés pour créer quelque chose de très... Ici, pas loin d'ici, il y a une colline. En vérité, l'une des femmes, Madame Katsover, qui aujourd'hui a 75, ou à l'approche des 80, je ne sais pas, Madame Katsover, l'une des femmes qui sont rentrées à Hebron, et qui à cette époque-là avait peut-être 20 ans, etc., il y a une cinquantaine d'années, cette même femme donc, qui a créé Hebron, qui a ouvert la porte à Hebron, elle a fait la même chose 50 ans après, quand elle avait 80, je la connais personnellement, vous allez savoir pourquoi, et ils se sont installés de force avec, encore une fois, un groupe de femmes sur une des collines ici, à quelques minutes d'ici, pour y créer un centre d'études et vie communautaire en souvenir de la capture des trois enfants qui se sont fait capturer justement pas loin d'ici. Osvegaon. Voilà, Osvegaon. C'est les initiales des trois, Osvegaon. Voilà. El-Ad, Gaon c'est Gilad et Eyal. Osvegaon en souvenir de ça. Ils ont construit quelque chose d'extraordinaire. Voilà, ils ont construit quelque chose d'extraordinaire. Moi-même, ils ont créé un centre d'études. Moi-même, j'ai enseigné pendant 2 ans à cet endroit-là. Et on y va. Et donc, voilà, on va rentrer. Voilà, moi aussi je voudrais conclure la journée d'aujourd'hui, première journée de ce séminaire, et nos maîtres nous enseignent que chaque processus prend racine dans le commencement, c'est-à-dire, c'est une évidence, c'est une palissade, mais ce qu'ils veulent dire par là, c'est que si le commencement est fort, c'est un signe comme quoi tout le processus, tout ce qui va suivre, sera fort aussi. Et j'avoue qu'avec l'aide du Maître du Monde, on a eu aujourd'hui, malgré le temps, on a eu une journée très chargée en sens, en émotions, en découvertes. Et on a le bonheur d'avoir un guide exceptionnel. On peut l'applaudir. Hein. On a la chance d'avoir un rabbin exceptionnel, je vais le dire. On a la chance d'avoir un rave exceptionnel, vous pouvez l'applaudir. Bref, on a la chance, et là je le dis très sincèrement, d'avoir un groupe super exceptionnel. Et on peut l'applaudir. Parce que tout celui qui a l'expérience de ce que nous vivons aujourd'hui sait qu'à 80% la réussite d'un événement comme ce que nous sommes en train de vivre dépend beaucoup du groupe, de la motivation, de l'état d'esprit, de l'atmosphère. Et j'avoue que ça fait que quelques heures qu'on est ensemble, mais il y a déjà des choses très fortes qui passent. Et je pense, je ne veux pas le dire, mais je le sais déjà à l'avance, dans une semaine, quand on va devoir se quitter, je vous conseille tous d'apporter beaucoup de mouchoirs, parce qu'on va tous pleurer. Ça va être très dur. On prendra les draps de l'hôtel. Voilà, on prendra les draps de l'hôtel. Parce que si au bout de quelques heures, on se sent déjà si proches les uns les autres, et on ressent déjà tellement de choses entre nous, j'imagine qu'à la fin de la semaine, ça va être très dur de se dire au revoir. Mais quoi qu'il en soit,
D'abord, merci au Maître du Monde de nous avoir fait nous rencontrer, de nous donner la possibilité de vivre des moments aussi forts. Je pense que tout le monde a compris qu'au-delà de l'aspect touristique, ce que l'on essaye de transmettre, ce sont bien sûr des messages qui sont là pour nous renforcer, pour nous construire. Et je suis sûr que chacun d'entre nous retirera de cette journée les messages dont il a besoin pour se construire personnellement et apporter aussi des forces et de la lumière autour de lui. Amen. Donc là maintenant on se redirige vers Jérusalem et quand on va arriver ce sera pratiquement l'heure de manger. Ce soir, vers à quelle heure, David? À 8h, je vais leur dire la salle. À 8h. 8h30 je pense. Je réponds à Paznem. David. Bon, en tout cas ce soir on vous dira encore l'heure. Vous avez une conférence. Et à mon avis ta conférence. Et donc apparemment le sujet va être très très intéressant. Ça vaut vraiment la peine de venir. Et je repasse le micro à David, notre cher guide, qui va vous expliquer en ce qui concerne demain matin. Il n'est pas nécessaire de se lever aux aurores parce qu'on ne partira de l'hôtel que vers 9h. Vas-y David. Je vais leur parler, je regarde juste dans quel on a accès.